L'espace, c'est dur. C'est un désir de conquête qu'on a, un désir d'exploration. Mais aller dans l'espace, c'est un défi monumental qu'on a tendance des fois à minimiser à tort. Il y a des contraintes techniques, des défis informatiques, des obstacles biologiques, des murs qu'on essaye petit à petit de franchir pierre par pierre, innovation par innovation. On a appris à créer des environnements hermétiques capables de protéger la vie dans un milieu spatial. On a développé des systèmes de navigation avec une précision inimaginable, capables de guider une sonde à des milliards de kilomètres. Et capable de comprendre comment préserver le corps face aux radiations cosmiques et à l'absence de gravité. En tout cas, en partie. Mais le mur, le plus haut, qui sera vraisemblablement le plus compliqué à franchir, et qui transforme notre ambition interstellaire en simple rêve pour l'instant, c'est l'énergie. Parce que pour s'arracher à l'attraction terrestre, il faut une puissance colossale. Et c'est là que commence l'histoire que je vais vous raconter, qui va nous mener à l'une des substances les plus mystérieuses de tout l'univers. Alors, allons-y. On vit une période où l'IA évolue à une vitesse folle. Chaque semaine, il y a de nouveaux modèles, de nouvelles technologies, de nouveaux outils qui sortent. Et aujourd'hui, le vrai défi, c'est plus seulement de s'y intéresser, c'est de réussir à suivre le rythme et de savoir quel outil utiliser pour quelle tâche. Parce qu'en réalité, chaque IA a ses points forts, ses limites et ses capacités. On ne devrait pas seulement s'en contenter d'une seule. C'est justement ce que propose Mammouth AI. C'est une plateforme française qui rassemble dans une seule interface plusieurs modèles qu'on voit en ce moment. On y trouve par exemple ceux d'OpenAI, de Google Anthropic, de Mistral, mais aussi Perplexity pour la recherche web ou des outils d'IA pour la génération d'images. Vous pouvez passer de l'un à l'autre en un clic, comparer leurs réponses sur un même prompt et choisir celui qui colle le mieux à ce que vous cherchez. Et le tout à partir de 10 € par mois. C'est beaucoup plus abordable que de devoir s'abonner à chaque outil séparément, ce qui vous reviendrait à plus de 200 € au total. Donc non seulement c'est plus efficace, mais c'est aussi beaucoup plus simple et plus économique. En plus, Mammouth AI est conforme au RGPD. Il n'utilise pas vos données pour entraîner leur modèle, donc vous pouvez l'utiliser en toute tranquillité. Bref, si vous voulez vraiment profiter de tout ce que l'IA peut vous offrir, sans vous éparpiller et sans vous ruiner, je vous recommande d'y jeter un coup d'œil, le lien est en description. Maintenant, retour à la vidéo. Pourquoi est-ce que l'énergie est un obstacle? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste construire des vaisseaux de plus en plus puissants comme on pourrait construire des avions de plus en plus rapides ou des trains de plus en plus performants? La réponse se trouve dans la nature même de la gravité. On va commencer par le commencement. Pour quitter la Terre, il faut se mettre en orbite. Il faut atteindre une vitesse qu'on appelle la vitesse orbitale. Elle est d'environ 7,8 km par seconde, ce qui représente quand même 28 000 km par heure. C'est un concept qui est important de comprendre. Alors, on va s'arrêter 5 minutes là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il faut aller aussi vite? Eh bien, on va prendre un exemple. Imaginez que vous lanciez une balle en l'air. Elle va monter, ralentir progressivement à mesure que la gravité la freine, puis elle retombe. Plus vous la lancez fort, et plus elle monte haut. Et si vous la lancez doucement, elle retombe presque immédiatement. Si vous la lancez fort, alors elle monte de quelques mètres. Encore plus fort, et elle atteint peut-être 10, 20 mètres. Mais la réalité, c'est que peu importe la force que vous y mettez, elle finit toujours par retomber parce qu'elle est attirée inexorablement par la gravité terrestre. Maintenant, imaginez que vous puissiez la lancer si fort qu'elle ne retombe jamais. Eh bien, c'est ça le principe de la mise en orbite. À la bonne vitesse, la balle tombe continuellement autour de la Terre sans jamais la toucher. Mais pour sortir vraiment de l'orbite terrestre, pour quitter la Terre, il faut aller encore plus vite. C'est ce qu'on appelle la vitesse de libération, et elle est d'environ 11 km par seconde. C'est la vitesse qui vous permettrait de vous aventurer plus loin dans l'espace. Et c'est là que le vrai problème commence. Pour comprendre la suite de notre histoire, il faut d'abord comprendre ce qu'est un atome. Pendant longtemps, on a cru que les atomes étaient les plus petites particules de matière, indivisibles et éternelles. D'ailleurs, le mot atome vient du grec atomos, qui signifie littéralement « qui ne peut pas être coupé ». Cette idée remonte à l'Antiquité, aux philosophes grecs comme Démocrite ou Leucippe, qui imaginaient que toute la matière était constituée de ces petites briques insécables. Mais au début du XXe siècle, les physiciens ont découvert que les atomes eux-mêmes avaient une structure interne, qu'ils étaient loin d'être indivisibles. Un atome est constitué d'un noyau central, minuscule mais extrêmement dense, autour duquel gravitent des électrons comme les planètes graviteraient autour du Soleil.
Mais cette analogie, qu'on pensait vraie à l'époque, est extrêmement trompeuse, parce que les électrons ne sont pas vraiment des petites billes qui tournent sur des orbites bien définies. Ce sont plus des objets quantiques, des nuages de probabilités qui obéissent à des lois étranges et contre-intuitives. Le noyau lui-même est composé de particules encore plus petites, des protons et des neutrons, qu'on appelle collectivement les nucléons. Les protons ont une charge électrique positive, et les neutrons ont une charge électrique neutre. Et les électrons ont une charge électrique négative. Dans un atome neutre, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons, de manière à ce que les charges s'équilibrent. Mais voilà ce qui est fascinant. Les protons, tous chargés positivement, devraient normalement se repousser violemment. C'est la force électromagnétique, l'une des 4 forces fondamentales de la nature. Des charges de même signe se repoussent. C'est une loi universelle. Alors comment est-ce que les composants du noyau peuvent-ils tenir ensemble ? Pourquoi est-ce que le noyau se désintègre pas instantanément sous l'effet de cette répulsion ? La réponse, c'est qu'il existe une autre force, encore plus puissante à courte distance, qui maintient les nucléons ensemble. On l'appelle la force nucléaire forte. Et c'est l'une des forces les plus intenses de la nature, mais elle n'agit qu'à des distances extrêmement courtes, de l'ordre de quelques femtomètres, c'est-à-dire 1/1000 de milliardième de mètre. À cette échelle, la force nucléaire forte domine toutes les autres forces et soude les protons et les neutrons dans un noyau compact et stable. Mais cette stabilité a un coût énergétique. Quand les nucléons se lient pour former un noyau, une partie de leur masse est convertie en énergie de liaison, l'énergie qui maintient le tout ensemble. C'est un peu comme si, en se liant, les particules sacrifiaient une infime partie d'elles-mêmes pour créer la colle qui les unit. Cette énergie liaison, c'est exactement ce que décrit l'équation d'Einstein, E égale mc2. Une partie de la masse des nucléons individuels disparaît et se transforme en énergie qui les lie. Et cette énergie de liaison, on peut la récupérer. Si on casse un noyau lourd en noyaux plus petits, un processus qu'on appelle la fission nucléaire, on libère une partie de cette énergie. C'est le principe de la bombe atomique, des centrales nucléaires. Quand un neutron percute un noyau d'uranium-235, il le brise en 2 fragments plus légers, ce qui libère au passage plusieurs neutrons supplémentaires et une quantité énorme d'énergie. Ces neutrons peuvent à leur tour percuter d'autres noyaux, ce qui crée une réaction en chaîne. Si cette réaction est contrôlée, comme dans une centrale nucléaire, on peut utiliser l'énergie libérée pour produire de l'électricité. Si elle est incontrôlée, alors c'est comme une bombe nucléaire. L'énergie est libérée en une fraction de seconde, ce qui crée une explosion dévastatrice. L'énergie libérée par la fusion nucléaire est d'environ 1 million de fois supérieure à celle d'une réaction chimique. C'est pour ça qu'une bombe atomique est si dévastatrice. Mais en termes de conversion masse-énergie, on parle toujours que d'environ 0,1% de la masse initiale. C'est 1000 fois supérieur à la chimie, certes, mais c'est encore loin, très loin du potentiel théorique de E égale mc2. Il existe d'autres processus nucléaires encore plus puissants que la fission, c'est la fusion. C'est le processus qui alimente les étoiles, y compris notre Soleil. Dans la fusion, au lieu de casser des noyaux lourds, on fusionne des noyaux plus légers pour en former des plus lourds. Par exemple, 4 noyaux d'hydrogène peuvent fusionner pour former un noyau d'hélium. Et dans ce processus, environ 0,7% de la masse est convertie en énergie. C'est 7 fois plus efficace que la fission. C'est cette énergie qui fait briller le Soleil depuis 4,6 milliards d'années et qui continuera à le faire pendant environ 5 milliards d'années. Chaque seconde, le Soleil convertit environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium, et dans le processus, 4 millions de tonnes de matière disparaissent, transformées en énergie pure. Cette énergie rayonne dans l'espace sous forme de lumière et de chaleur, et une infime partie de cette énergie atteint la Terre, réchauffant notre planète, alimentant la photosynthèse, créant les vents et les courants océaniques, et rendant la vie possible. Mais reproduire la fusion sur Terre, c'est un défi immense. Il faut chauffer de la matière à des températures de plusieurs millions de degrés, créer un plasma où les noyaux ont suffisamment d'énergie pour vaincre leur répulsion électrique et fusionner. Depuis des décennies, les scientifiques travaillent sur des réacteurs à fusion, comme le projet ITER en France, un projet international qui réunit 35 pays et qui cherche à construire le premier réacteur à fusion capable de produire plus d'énergie qu'il en consomme. Mais on n'y est pas encore. La fusion contrôlée reste l'un des plus grands défis technologiques de notre époque. Pour propulser un vaisseau spatial, l'énergie nucléaire est une piste sérieuse. Des concepts de moteurs à propulsion nucléaire ont été étudiés depuis les années 50. Certains prototypes ont même été testés, comme le projet NERVA aux États-Unis, dans les années 60 et 70.
Avec un tel moteur, on pourrait envisager d'explorer notre système solaire de manière bien plus efficace et d'atteindre les planètes extérieures en quelques mois au lieu de plusieurs années. Mais pour atteindre les étoiles et franchir ces distances inimaginables, il faudrait quelque chose de beaucoup plus puissant. Il faudrait un moyen de convertir non pas 0,1 ni même 0,7, mais 100% de la masse en énergie. Est-ce qu'il existe un tel processus? Eh bien la réponse est oui. Elle nous ramène à cette équation E égale mc2, mais cette fois-ci dans sa forme la plus pure, la plus absolue. Et pour ça, il va nous falloir parler d'antimatière. L'histoire de l'antimatière ne commence pas dans un laboratoire, mais dans l'esprit d'un jeune physicien britannique, Paul Dirac. En 1928, Dirac a 26 ans. Il est déjà reconnu comme l'un des esprits les plus brillants de sa génération. Un mathématicien de génie qui cherche à unifier les deux théories qui sont les plus importantes de son temps. D'un côté, la mécanique quantique, qui décrit le comportement étrange et contre-intuitif des particules à l'échelle atomique. Un monde où les particules peuvent sembler être à plusieurs endroits en même temps, où l'acte d'observer change la réalité, où le hasard règne en maître et où les lois du bon sens ne s'appliquent plus. De l'autre côté, la relativité restreinte d'Einstein, qui décrit les objets qui se déplacent à des vitesses proches de celles de la lumière, un monde où le temps ralentit, où les longueurs se contractent, où la masse augmente, et où les notions d'espace et de temps deviennent relatives. Ces deux théories, chacune extraordinairement puissante dans leur domaine, semblent incompatibles. Elles parlent des langages différents, elles utilisent des mathématiques différentes, décrivent des réalités qui semblent mutuellement exclusives. L'objectif de Dirac est de les réconcilier. Il cherche une équation qui puisse décrire à la fois le comportement d'un électron qui se déplace à une vitesse relativiste tout en respectant les lois de la mécanique quantique. C'est un défi mathématique extrême. Après des mois de travail acharné, il trouve enfin cette équation. Elle est élégante, mathématiquement belle, d'une symétrie parfaite. Pour Dirac, la beauté mathématique est un guide, un signe qu'on touche à quelque chose de profond. Il croit fermement que les équations les plus belles décrivent les vérités les plus fondamentales sur l'univers. Mais cette équation a une particularité étrange, une bizarrerie qui va le hanter. Un petit peu comme l'équation mathématique x au carré égale 4 qui a deux solutions, 2 et moins 2, l'équation Dirac a aussi deux solutions. La première décrit un électron avec une énergie positive. C'est notre électron ordinaire. C'est celui qui constitue la matière que nous connaissons. Mais la seconde solution décrit un électron avec une énergie négative. Une chose que le bon sens et la physique de l'époque considèrent comme impossible, absurde. Déjà, qu'est-ce qu'une énergie négative? Ça n'a aucun sens. Une particule ne peut pas avoir moins d'énergie que zéro. Si c'était le cas, elle pourrait libérer de l'énergie indéfiniment, ce qui violerait les lois de la conservation de l'énergie, l'un des piliers de la physique. Dirac est troublé. Il pourrait tout simplement ignorer cette solution, la rejeter comme un artefact mathématique sans signification physique, sorte de bizarrerie due aux limites de son formalisme. D'ailleurs, beaucoup de physiciens l'auraient fait. Mais Dirac est différent. Il a une foi profonde dans la beauté mathématique, dans l'idée que les équations élégantes décrivent nécessairement quelque chose de réel. Si son équation prédit l'existence de ces particules d'énergie négatives, alors peut-être qu'elles existent vraiment sous une autre forme. Après avoir longuement réfléchi, Dirac fait un pari. Il postule que cette solution ne décrit pas une impossibilité, mais une nouvelle particule, inconnue jusqu'alors. Une particule en tout point identique à l'électron, avec la même masse, mais avec une énergie électrique opposée, positive au lieu de négative. On l'appelle l'antiélectron ou positron. Et d'ailleurs, il va plus loin. Si l'électron a une antiparticule, alors pourquoi pas les autres particules? Il généralise cette idée. À chaque particule de matière doit correspondre une antiparticule, son double inversé, son image dans un miroir. Un antiproton pour le proton, un antineutron pour le neutron. Un univers entier d'antimatière devient théoriquement possible. Cette prédiction, qui d'ailleurs lui vaudra le prix Nobel en 1933, a d'abord été accueillie avec beaucoup de scepticisme par la communauté scientifique. Certains physiciens pensent que Dirac s'est égaré dans les formules mathématiques, qu'il a perdu le contact avec la réalité physique. Mais un jeune physicien américain, Carl Anderson, étudie les rayons cosmiques, ces particules de haute énergie qui bombardent constamment notre atmosphère depuis l'espace. Personne ne sait vraiment d'où elles viennent. Peut-être d'une étoile qui explose en supernova, peut-être de trous noirs qui déchirent la matière,
peut-être d'un processus encore plus exotique aux confins de l'univers. Mais elles sont là, invisibles, traversant notre corps à chaque instant, des milliers de particules par seconde qui nous transpercent sans que nous sentons rien. Anderson utilise ce qu'on appelle une chambre à brouillard. C'est un dispositif ingénieux qui permet de visualiser la trajectoire des particules chargées. La chambre est remplie d'un gaz saturé en vapeur d'eau maintenu dans un état instable au bord de la condensation. Quand une particule traverse la chambre, elle ionise les molécules d'air à son passage, ce qui arrache des électrons aux atomes. Ces ions servent de noyau de condensation et de minuscules gouttelettes d'eau se forment, ce qui crée une traînée visible qui matérialise la trajectoire de la particule. C'est comme voir l'invisible. C'est comme rendre visible le monde quantique. Anderson place sa chambre dans un champ magnétique. Les particules chargées sont déviées par ce champ, et la direction de la déviation dépend du signe de leur charge. Les électrons chargés négativement sont déviés dans un sens, les protons chargés positivement dans l'autre. La courbure de la trajectoire dépend aussi de la masse de la particule. Plus elle est légère, plus la courbure est prononcée. Et c'est là qu'Anderson observe quelque chose d'étrange. Il photographie la trajectoire d'une particule qui a la masse d'un électron, il voit la courbure de sa trajectoire, mais qui est déviée dans la direction opposée, comme si elle avait une charge positive. Ça semblait impossible. Les seules particules positives connues sont les protons, et ils sont bien plus lourds que les électrons, environ 20 000 fois plus lourds. Leur trajectoire serait beaucoup moins courbée. Mais cette particule a la masse d'un électron et la charge d'un proton. Eh bien, c'est exactement ce que Dirac avait prédit. Le 2 août 1932, Anderson capture la photographie historique. Il vient de découvrir le positron, l'antiparticule de Dirac. L'antimatière n'est plus une fantaisie mathématique, c'est devenu une réalité physique. Cette découverte ouvre un nouveau chapitre de la physique. Mais ça soulève aussi une question encore plus vertigineuse, une question qui touche à l'origine même de l'univers. Si la matière et l'antimatière sont symétriques, si l'énergie peut se transformer en une paire matière-antimatière, comme le prédit l'équation d'Einstein, pourquoi est-ce que notre univers est-il fait exclusivement de matière? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant d'antimatière que de matière? La question se pose parce qu'il y a quelque chose de très particulier qui se produit quand la matière et l'antimatière se rencontrent. Elles s'annihilent. Elles disparaissent dans une bouffée d'énergie pure. Un électron et un positron qui se touchent se transforment instantanément en deux photons, deux particules de lumière emportant avec eux toute l'énergie de leur masse. C'est la conversion la plus efficace qui soit, c'est-à-dire 100% de la masse est transformée en énergie. C'est exactement ce que prédit l'équation E égale mc2. Aucun autre processus ne peut rivaliser avec cette efficacité. La fission nucléaire, c'est 0,1%. La fusion nucléaire, celle qui alimente les étoiles, c'est 0,7%. Mais l'annihilation matière et antimatière, c'est 100%. C'est le processus ultime de conservation d'énergie. Maintenant, revenons au Big Bang, à l'origine de l'univers. Il y a 13,8 milliards d'années. Toute l'énergie de l'univers était concentrée en un point infiniment dense et infiniment chaud. Puis, dans une explosion fulgurante, cette énergie s'est transformée en particules, en matière et en antimatière. Selon les lois de la physique telles que nous les comprenons, le Big Bang aurait dû créer les deux quantités de matière et d'antimatière en parfaite égalité. Pour chaque électron créé, un positron. Pour chaque proton, un antiproton. C'est exactement ce que prédit la symétrie fondamentale des lois de la physique. Mais si c'était le cas, si l'univers primordial contenait autant de matière que d'antimatière, alors tout se serait annihilé mutuellement dans les premiers instants, ne laissant derrière eux qu'un cosmos vide, rempli seulement de lumière. Il n'y aurait pas d'étoiles, pas de planètes, pas de vie, pas nous. Notre existence elle-même est la preuve qu'il y a une asymétrie fondamentale, un déséquilibre cosmique. Pour une raison que nous commençons à peine à comprendre, une infime partie de la matière, peut-être une particule sur 1 milliard, a survécu à cette grande annihilation primordiale. Cette poussière de matière rescapée, eh bien c'est nous. C'est notre galaxie, ce sont les étoiles, c'est tout ce que nous voyons en fait. Alors, où est passée toute l'antimatière ? Si les galaxies d'antimatière existaient quelque part dans l'univers, on devrait voir la frontière avec les galaxies de matière, une sorte de ligne de front incandescente, une cicatrice de lumière et d'énergie pure, d'annihilation constante d'atomes qui se rencontreraient. Or, on voit rien de tel. L'univers observable est un univers de matière. C'est comme si le miroir de l'univers s'était brisé au moment de sa création.
Les physiciens pensent que la clé pour comprendre ce mystère réside dans ce qu'on appelle la violation de la symétrie CP. C'est un concept complexe, mais l'idée de base, c'est qu'il existe une subtile différence de comportement entre les particules et leurs antiparticules. Cette différence a été observée pour la première fois dans les années 60 dans des particules qu'on appelle des mésons K. Elle a été confirmée de nombreuses fois dans de nombreuses expériences, notamment au CERN, avec le détecteur LHCb. En mars 2022, les physiciens du CERN ont même observé la plus grande asymétrie matière-antimatière jamais mesurée. Un résultat qui nous rapproche un petit peu plus de la compréhension de ce mystère cosmique. Cette minuscule entorse aux lois de la symétrie, cette légère préférence de l'univers pour la matière plutôt que pour l'antimatière, aurait suffi à faire pencher la balance. Dans le chaos brûlant du Big Bang, cette asymétrie aurait permis à un petit surplus de matière de survivre à cette annihilation. Et c'est ce surplus, aussi infime soit-il, qui a fini par créer le monde tel que nous le connaissons. L'antimatière aurait donc disparu de notre environnement. Elle n'existe plus naturellement sur Terre, ni dans notre système solaire, ni probablement dans toute notre galaxie. Et en fait, c'est tout à fait normal qu'on ne trouve pas d'antimatière sur Terre, parce que si l'antimatière existait ici, elle serait déjà annihilée instantanément au contact de la matière ordinaire qui nous entoure. Alors pour l'étudier, pour espérer l'étudier un jour, il n'y a qu'une seule solution, la fabriquer. Pour fabriquer de l'antimatière, il faut se souvenir de la deuxième partie de l'équation d'Einstein. Si la matière peut devenir de l'énergie, alors l'énergie peut redevenir de la matière. Le processus, c'est l'exact inverse de l'annihilation. Il faut concentrer une quantité phénoménale d'énergie en un point si infime que cette énergie pure fera jaillir une nouvelle particule et son antiparticule. C'est ce que les physiciens du CERN font à Genève, dans le plus grand observatoire, dans le plus grand laboratoire de particules au monde. Le CERN abrite le LHC, le grand collisionneur de hadrons. C'est un anneau de 27 km de circonférence, enfoui à 100 mètres sous terre, à cheval entre la France et la Suisse. C'est la plus grande machine jamais construite par l'homme, un monument à notre curiosité et à notre ingéniosité. Dans cet anneau, des protons sont accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière, c'est-à-dire 99,9999% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, les protons font le tour de l'anneau 11 000 fois par seconde. Leur énergie est colossale, environ 6,5 téraélectronvolts par proton. Pour vous donner une idée, c'est l'énergie cinétique d'un moustique en vol, mais concentrée dans une particule 1 milliard de fois plus petite. Puis on les fait rentrer en collision. Deux faisceaux de protons circulent en sens inverse dans l'anneau et, à un certain point précis, on les fait se collisionner. Quand deux protons se percutent à cette vitesse, l'énergie cinétique de la collision est si colossale qu'elle se transforme en masse, créant une gerbe de nouvelles particules. C'est E égale mc2 en action, mais dans le sens inverse. De l'énergie devient de la matière. Et parmi ces particules, il y a des antiprotons. En 1995, le CERN a réussi à créer les premiers atomes d'antihydrogène. C'était la première fois qu'on fabriquait un atome complet d'antimatière. Les atomes n'ont existé qu'une fraction de seconde avant de s'annihiler, mais c'est suffisant pour prouver que c'était possible. Depuis, les techniques se sont améliorées. En 2002, la collaboration Athena a produit 50 000 atomes d'antimatière à un rythme d'environ 10 atomes par seconde. Aujourd'hui, les physiciens peuvent même piéger ces atomes pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, pour étudier leurs propriétés. Ils peuvent mesurer leur spectre lumineux, vérifier qu'ils sont bien identiques à celui de l'hydrogène, tester si l'antimatière obéit aux mêmes lois de la physique que la matière, et même vérifier si elle tombe vers le bas sous l'effet de la gravité comme la matière ordinaire. C'est une prouesse technologique extraordinaire. Mais cette prouesse cache une réalité décourageante. Le processus est d'une inefficacité abyssale. Parce que pour chaque antiproton créé, il faut dépenser des millions de fois plus d'énergie que cet antiproton ne pourra en libérer en s'annihilant. Le ratio est d'environ 1 pour 2,6 millions. Autrement dit, pour obtenir 1 joule d'énergie stockée sous forme d'antimatière, il faut dépenser 2,6 millions de joules. Ça signifie que l'antimatière n'est pas une source d'énergie comme le pétrole ou l'uranium. C'est, au mieux, une forme de stockage d'énergie. Une batterie d'une densité inégalée, mais dont la fabrication coûte extrêmement cher. Et les quantités produites sont infimes. Même si le CERN dédiait toutes ses installations, tous ses accélérateurs, toute son énergie à une seule tâche, il ne pourrait produire qu'1 milliardième de grammes d'antimatière par an.
Au rythme actuel de production, il faudrait 1 million de milliards d'années pour produire un seul gramme d'antimatière. Pour mettre ça en perspective, l'univers n'a que 13,8 milliards d'années. Il faudrait donc un temps 70 000 fois plus long que l'âge de l'univers pour produire 1 gramme. Le coût est tout simplement astronomique. La production de quelques picogrammes d'antiprotons au CERN coûte environ 18 millions d'euros. C'est techniquement la substance la plus chère jamais produite par l'homme. Pour vous donner une idée, c'est plus que le PIB mondial actuel. Mais imaginons un futur lointain où nous aurions surmonté tous ces obstacles, où nous aurions trouvé un moyen de produire de l'antimatière, de matière plus efficace. Peut-être en exploitant les sources d'énergie que nous ne connaissons pas encore. Peut-être la fusion nucléaire, peut-être l'énergie solaire spatiale, peut-être quelque chose d'encore plus exotique. Imaginons que nous puissions produire suffisamment d'antimatière pour alimenter un vaisseau spatial. Un nouveau problème, encore plus redoutable, se dresse devant nous. Comment la stocker ? Parce que, pour le rappel, à la seconde où l'antimatière touche la matière, elle s'annihile. Et c'est impossible à contenir dans un réservoir classique, dans un conteneur en métal ou en plastique. Au moindre contact, ce sera l'explosion. Et quelle explosion! Un seul gramme d'antimatière qui s'annihile avec 1 gramme de matière libère environ 180 000 milliards de joules d'énergie. C'est l'équivalent de l'explosion de 43 000 tonnes de TNT, soit environ 3 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Et ça, c'est pour un seul gramme. Imaginez maintenant ce qui se passerait si un réservoir contenant plusieurs kilogrammes d'antimatière se rompait. Ce serait une catastrophe d'une ampleur inimaginable. Une explosion capable de rayer une ville de la carte, voire une région tout entière. La solution est de faire léviter l'antimatière, de la maintenir en suspension dans un vide parfait, sans qu'elle ne touche jamais la moindre paroi. Pour ça, on utilise des champs magnétiques extrêmement puissants, des bouteilles magnétiques qui exploitent la charge électrique des antiparticules pour les confiner. Les antiprotons, chargés positivement, sont repoussés par les champs magnétiques, maintenus au centre du piège sans jamais pouvoir toucher la paroi. C'est le même principe que 2 aimants qui se repoussent, mais à une échelle microscopique et avec une précision extraordinaire. Au CERN, des physiciens ont réussi à piéger des atomes d'antihydrogène pendant plusieurs heures dans ces bouteilles magnétiques. C'est une prouesse remarquable. Mais ce confinement est d'une précarité terrifiante. Les champs magnétiques doivent être maintenus en permanence, avec une stabilité absolue. Et pour maintenir ces champs, il faut de l'énergie, énormément d'énergie. Et cette énergie doit être fournie en continu, sans interruption. La moindre coupure de courant et les champs magnétiques s'effondrent. L'antimatière touche la paroi, c'est l'explosion. Maintenant, imaginez transporter cette bouteille magnétique dans un vaisseau spatial. Un vaisseau qui doit accélérer, décélérer, manœuvrer. À chaque accélération, l'inertie projette l'antimatière dans une direction. Si l'accélération est trop brutale, l'antimatière peut s'échapper du piège magnétique et toucher la paroi. C'est l'explosion. La moindre turbulence provoquée par exemple par le passage à travers un champ gravitationnel irrégulier ou la rencontre avec une particule de poussière interstellaire, et c'est l'explosion. La moindre défaillance technique, un court-circuit, une panne dans un système de contrôle, une micro-fissure dans un composant électrique, c'est l'explosion. Un vaisseau à antimatière est littéralement une bombe flottante, un engin qui se déplace avec une charge qui pourrait exploser à n'importe quel moment et pour n'importe quelle raison. Et c'est là tout le paradoxe de cette technologie. Parce que d'une certaine manière, ça nous offre l'énergie nécessaire pour voyager entre les étoiles, mais à la seconde où le vaisseau accélérait pour commencer son voyage, il risquerait de s'autodétruire instantanément. Nous avons une clé capable d'ouvrir l'univers, mais elle est si instable qu'elle pourrait nous anéantir avant même que nous puissions insérer la clé dans la serrure. Des scientifiques ont proposé différentes solutions, des systèmes de confinement redondants, des bouteilles magnétiques indépendantes, des protocoles de sécurité sophistiqués, même des systèmes de secours capables de prendre le relais en cas de défaillance. Mais chaque couche de sécurité ajoute de la complexité, du poids et consomme encore plus d'énergie. Et même avec toutes les précautions, le risque d'un vaisseau à antimatière reste immense. Alors, si nous ne pouvons pas la fabriquer en quantité suffisante, et si nous ne sommes pas capables de la stocker en toute sécurité, est-ce qu'il faut pour autant abandonner le rêve ? Eh bien, peut-être pas, parce qu'il reste éventuellement une dernière option. Si l'antimatière a disparu de notre coin de l'univers, eh bien, peut-être est-ce qu'il existe ailleurs.
Peut-être est-ce que nous pourrions encore la trouver, la récolter, comme on récolterait des minerais précieux sur Terre. Peut-être existe-t-il quelque part, dans le silence glacé de l'espace, des ceintures d'astéroïdes, d'antimatière, vestiges du grand déséquilibre originel. La quête de l'énergie nous ramène alors à l'exploration, dans ce cycle sans fin. Et ce cycle, en réalité, ne commence pas avec l'antimatière. Il est bien plus ancien que nos accélérateurs de particules, plus ancien que nos fusées, plus ancien même que l'idée du voyage interstellaire. Quelque part, depuis toujours, on fait la même chose. On explore pour trouver des ressources, on utilise ces ressources pour aller encore un petit peu plus loin. Et plus on veut aller loin, et plus on a besoin d'énergie. Et plus on a besoin d'énergie, et plus on est poussé à explorer. Que ce soit le feu, le charbon, le pétrole ou le nucléaire, et maintenant l'antimatière, à chaque époque on change de carburant, mais pas vraiment de logique. L'antimatière n'est peut-être qu'une version extrême d'un problème plus ancien. Pour bouger, il faut consommer. Pour voir plus loin, il faut brûler davantage. Et à mesure que l'échelle grandit, le paradoxe devient brutal. Plus nos rêves s'élèvent, coloniser le système solaire, atteindre d'autres étoiles, plus le prix énergétique de ces rêves explose. Et plus on se heurte à ce mur, celui d'un univers qui ne fait aucun cadeau, où chaque mouvement a un coût. Alors, on peut se poser cette question, est-ce qu'on ne construit pas un serpent qui se mord la queue, à grande échelle? Un cycle qui réclame toujours plus de ressources pour prolonger sa propre dynamique, aller plus loin, encore et encore. Est-ce que ça veut dire que la quête d'antimatière et de nouvelles formes d'énergie, de moteurs du futur, n'est qu'une impasse brillante? Eh bien, je crois pas. Parce qu'à chaque tentative de dépasser nos limites, quelque chose reste. Même quand la technologie échoue. À chaque fois qu'on se cogne au mur, on comprend un petit peu mieux de quoi l'univers est fait. En essayant de voyager plus vite, on a découvert que la masse et l'énergie sont en réalité qu'une seule et même chose. En cherchant à comprendre la matière, on a trouvé ce miroir étrange qu'est l'antimatière. Et en s'interrogeant sur le déséquilibre entre les deux, on a commencé à entrevoir pourquoi l'univers n'est pas vide. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien? Pourquoi est-ce que nous sommes là pour en parler? Alors sur le plan pratique, oui, l'antimatière est un carburant impossible, trop cher, trop rare, trop dangereux. Mais sur le plan humain, ça raconte quelque chose. Ça montre jusqu'à où nous sommes prêts à aller pour repousser nos frontières, jusqu'à explorer les zones les plus extrêmes de la physique, pour résoudre un problème que nous portons depuis toujours. Comment continuer à avancer dans un monde fini? Peut-être qu'aucun vaisseau à antimatière ne verra jamais le jour. Peut-être que le voyage interstellaire restera longtemps un rêve, pas un projet d'ingénierie. Mais ce rêve aura déjà produit un effet très réel. Il nous aura obligés à regarder l'univers en face, à accepter ses règles, ses contraintes et ses refus. Et c'est là que le cycle change un petit peu de nature. On a l'impression de tourner en rond, chercher de l'énergie pour explorer, explorer pour chercher de l'énergie, mais à chaque tour de boucle, quelque chose évolue. Notre compréhension, nos modèles, notre regard sur le monde. On part pour trouver du carburant et on revient avec du sens. Ce que cette quête nous donne, c'est peut-être pas forcément un moteur miracle ni un raccourci vers les étoiles. C'est peut-être une manière de nous situer, de comprendre à quel point nous sommes petits, à quel point nous sommes limités, et à quel point, pourtant, nous sommes capables de lire, dans la moindre particule, une histoire qui va du Big Bang jusqu'à nous. Peut-être que finalement le plus important n'est pas uniquement de comprendre comment traverser l'infini, mais aussi de comprendre pourquoi est-ce que nous y tenons tant, de comprendre notre place et le sens que notre vie a dans cet infini. Merci à Mamoutai d'avoir rendu cette vidéo possible, les liens sont en description.